Se mettre en route, bifurquer, se laisser surprendre par de nouveaux paysages, explorer des chemins de traverse, se connecter à notre vulnérabilité, célébrer notre interdépendance au vivant, semer des graines de solidarité, telles sont quelques invitations de ce livre. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un ouvrage absolument magnifique qui a été réalisé sous l'impulsion de Charlie Crétenant. Il s'agit d'Itinérance narrative, la magie dans la faille. Et pour parler de cet ouvrage, quoi de mieux que de laisser tout de suite la parole à ses auteurs. Ouais, ce livre, c'est une histoire relationnelle. C'est une histoire de favoriser, faciliter des rencontres et d'offrir plusieurs voies, plusieurs perspectives, tissées par une partie de la jolie équipe qu'on aime et qui est en fait plus large et même vraiment beaucoup plus large, ancrée dans des personnes humaines, mais aussi dans toutes sortes de créatures, dans les voyages, dans les parcours, dans tout ce qui nous inspire aussi. Donc ce livre, Itinérance narrative, c'est à la fois une histoire de nos cheminements et d'un cheminement qu'on propose aux personnes qui le liraient, et c'est aussi notre intention qui est très forte de repolitiser nos pratiques narratives. Le moment où j'ai pensé à ce livre, c'est à la suite des journées narratives francophones où je fais le constat avec d'autres, dont toi Jacqueline, de cette nécessité de reporter avec nos voix cet esprit politique de la narrative, de ne pas laisser ces pratiques se partir en laissant leur ADN, en laissant ce qui les constitue, leur colonne vertébrale. Donc quand je rentre de ces journées narratives dans le train, je me dis à la fois, il faut qu'on puisse porter les formations pratiques narratives ensemble en tant que collectif et qu'on les vive vraiment comme un collectif. C'est ça mon souhait, c'est qu'on la construise, qu'on la vive, qu'on l'incarne, en discutant beaucoup, en relationnalisant, en s'inspirant les uns les unes des autres et en allant du coup dans cette formation dans quelque chose qui est plus loin que uniquement se séparer un certain nombre d'interventions, mais vraiment d'imaginer la structure et la pédagogie, les intentions qu'on a, de les rediscuter et de les amener comme ça de manière très collaborative. Et à la fois vient l'idée de ce livre. Pourquoi pas profiter de compter sur des personnes que j'avais envie qui étaient locales, parce qu'on sortait aussi de cette pandémie, on sortait et moi j'avais besoin de retrouver ces liens. Et je me disais, pourquoi pas tenter une histoire d'écriture relationnelle. Une histoire, c'était assez clair pour moi, de chapitres avec des voix très différentes, avec aussi une grande hétérogénéité dans la manière dont on parle, dont on s'exprime, dont on a envie d'écrire, d'y inviter des poèmes, d'y inviter des images, d'y inviter de l'art sous des formes X et Y, de la musique, tout en donnant une cohésion. Il y a quelque chose qui nous lie très fort. Donc en même temps, on assume ce côté très différent, très divers, très varié, parce que c'est ça qu'on a envie de soutenir aussi, cette diversité qui est belle et qu'on a envie de célébrer. Et en construisant chaque chapitre comme une histoire de relation. Donc la plupart du temps, c'était avec deux personnes, parfois c'était avec plus, et parfois on se faisait les représentants et représentantes de beaucoup plus de personnes ou d'autres créatures, et comment on incarne nos valeurs comme ça, avec un peu ce pari d'une écriture que je ne connaissais pas jusque-là, qui allait être très relationnelle, qui allait être une écriture qui allait nous sortir de nos habitudes d'avoir un plan et une ossature très claire et de se répartir les choses. Enfin, la formation comme l'écriture, ça a été ce pari de le tisser à travers nos relations. Et après, évidemment, à travers ce qu'on avait envie de dire, ce qu'on avait envie de porter. C'est que les premiers pas en fait, d'un cheminement et comment on l'amène avec une voix collective. Et après, on essaye de continuer vraiment ce chemin de manière collective. Oui, je pense qu'un thème que j'ai porté plus personnellement dans ce livre, parce que mon souhait à travers ce livre, c'était de guider les personnes qui le liraient à travers ce parcours et nos voix différentes, nos manières de nous y prendre aussi assez différentes. Mais un thème que j'ai porté et qu'on a porté ensemble avec Seb dans un chapitre, c'était mon rapport avec l'écolucidité, qui m'a amené dans des choses qui étaient assez douloureuses à vivre, notamment quand je pense à mes enfants, quand je pense à l'avenir, et que j'ai lu finalement assez peu d'écrits qui mêlaient aussi
notre identité aussi professionnelle, ou notamment pour nous qui sommes dans le soin et dans l'accompagnement, avec ce que ça peut nous faire vivre à nous, à titre personnel, privé, et ce que ça nous fait vivre et comment ça change aussi et ça transforme notre profession, notre posture au monde. C'est quelque chose qui est typiquement narratif de faire ces liens ensemble, mais j'avais envie de le porter et de remonter du coup à la jeunesse qui fait partie aussi de cette idée de ce livre. Le point de départ, c'est cette bifurcation familiale où on prend cette décision et on s'organise pendant une année pour partir, pendant une année entière. Partir, on ne sait pas tellement où, mais en tout cas, coupé avec une espèce de routine ou un train-train dans lequel on est tellement embarqué que c'est compliqué d'avoir du recul, c'est compliqué de ralentir aussi. On sait qu'on se fait tout prendre par cette machine et par cette tout le temps urgence. Et j'ai l'impression que dans nos métiers d'accompagnement et de soins, on reproduit aussi cette urgence des personnes qu'on accompagne qui vont pas bien. Et donc on est pris là-dedans. Je sentais que je devais changer des choses, mais comment le faire en étant pris dans cette suractivation, excitation de notre société. Donc cette bifurcation, c'était vivre une aventure en famille, être très déstabilisé aussi par la vie de tous les jours au quotidien avec 3 enfants petits, et puis d'aller à la rencontre de lieux qui essayent de s'organiser différemment, qui essayent de vivre plus proche de la terre, les pieds sur terre. C'est aussi un constat que je faisais où je me sentais hors sol. Et du coup, comment on fait pour planter ses pieds dans la terre? Ce que j'ai appris, parce que je ne le savais pas, mais j'ai l'impression que ce que j'ai appelé bifurcation, c'était quelque chose il me semblait essentiel dans le terme de faire un détour. Et que face à l'urgence, plutôt que de répondre par l'urgence ou par une action, c'est prendre le temps du détour et de la bifurcation. Et je crois que c'est ce détour-là qui m'amène aux journées narratives francophones à me dire « Ok, maintenant, j'ai eu ce temps et toutes ces choses qu'on a vécues et il est temps d'écrire ou de proposer cette aventure. » Moi, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Pratique intentionnelle d'inclusivité pour célébrer la divergence ». Il y a eu tout un travail avec Charlie, effectivement, sur ce titre-là qui est long et qui dit beaucoup de choses aussi à l'intérieur de ça. Ça dit quelque chose effectivement de nos intentions de célébrer la divergence. Moi, j'accompagne depuis quelques années exclusivement des personnes queer, dont beaucoup sont aussi des personnes neurodivergentes. Et puis, comme tu disais avant, c'est vraiment des thématiques très actuelles, hein, très liées au monde d'aujourd'hui dont on parle de plus en plus. Sauf qu'on laisse assez peu la parole aux personnes concernées, finalement. Et j'avais envie d'amener cette parole concernée, finalement, par moi et par les personnes que j'accompagne. Voilà, comme moi, je suis aussi une personne queer et une personne neurodivergente. Et j'avais envie d'amener, quelque part, de donner des recommandations, mais qui viennent du terrain, qui ne soient pas des recommandations théoriques comme ça, mais qui soient des recommandations vraiment que les personnes concernées nous transmettent. Et puis je me suis demandé, dans nos pratiques psychothérapeutiques, qu'est-ce qui est potentiellement oppressif dans la manière dont on travaille, et pas oppressif au sens volontairement qu'on est des horribles personnes puis qu'on cherche à oppresser les personnes. Je crois que si on est thérapeute, a priori, c'est qu'on est en dehors de ça, on espère. Mais c'est toutes les pratiques qu'on nous apprend finalement, qu'on nous a transmises depuis longtemps, qu'on ne remet pas en question, et qui font sentir en fait aux personnes qu'elles sont en dehors de la norme, qu'elles ne sont pas là où elles devraient être. C'est toutes ces questions et toutes ces façons finalement de les approcher, à quel que soit le processus finalement, à quelle que soit l'étape du processus de consultation. Hein. Ça peut être vraiment, je suis partie d'un cheminement d'une personne que j'ai imaginé comme ça, de A à Z finalement dans son processus de consultation, depuis le moment où elle se demande en fait si, à partir de la souffrance qu'elle ressent, est-ce que ça pourrait l'aider d'avoir un suivi psy. Je suis vraiment partie de mon positionnement de psychothérapeute, mais ça peut être aussi d'autres types d'accompagnement. On sait qu'aujourd'hui, les personnes minorisées font très peu la démarche de consulter parce qu'elles se méfient de nous en tant que thérapeutes et à raison, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas ajustées, qui ne sont pas adaptées pour les rejoindre là où elles sont. Et du coup, vraiment, dans le chapitre, mon travail, ça a été de visibiliser ce que moi j'ai appris des personnes concernées à chaque étape de ce cheminement, de commencer à chercher un ou une thérapeute, de prendre rendez-vous, la première rencontre, la suite du suivi, quelles sont les thématiques qu'on va aborder, quelles sont les questions qu'on va poser, vraiment de dérouler tout ce processus-là d'accompagnement et à chaque étape de se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos intentions? D'où le titre du chapitre, pratique intentionnelle d'inclusivité. Est-ce que les pratiques, à chaque étape
sont réellement inclusives. Et inclusives de qui? Comment est-ce qu'on travaille? C'est quoi les intentions qu'il y a là derrière? Est-ce qu'on réussit vraiment? On a l'intention d'être inclusif, mais est-ce qu'on y arrive vraiment? Et que ça ne soit pas une inclusivité qui soit plaquée ou qui soit de façade, mais qu'il soit une réelle inclusivité avec le côté politique de cette inclusivité. On ne sait pas juste de l'inclusivité, comment dire, un peu bien pensante comme ça, parce que ça fait bien de dire qu'on est inclusif et inclusive, mais c'est vraiment, il y a un réel positionnement politique là derrière, de dire que si j'inclus ces personnes-là, je fais toute une démarche en fait pour aller vers elles. Et pour qu'elles puissent venir vers moi, pour que la rencontre puisse avoir lieu. Et c'est aussi, moi, ce qui me tenait à cœur de transmettre à travers ce chapitre-là, c'est comment on peut redonner de la dignité, finalement, en tout cas contribuer à redonner de la dignité à des personnes qui ont été passablement écrasées par le système. Et je trouve qu'on a un impératif moral, en tout cas les pratiques narratives nous amènent vers ça, qu'on a un impératif moral de questionner cette position de pouvoir qu'on a en tant que thérapeute et de remettre en question nos pratiques dont on a hérité comme ça, et de se dire, OK, il faut en quelque sorte les remettre au goût du jour. Et je pense qu'effectivement, dans ce livre-là, où on se saisit de toutes ces thématiques qui sont vraiment d'actualité. Donc voilà, c'était tout un tramage comme ça dans ce chapitre à partir de mon expérience en essayant d'être porte-voix autant que faire se peut finalement de ces personnes marginalisées que j'ai accompagnées. Quand je suis tombée dans mon recherche de doctorat, je cherchais vraiment une autre manière de comprendre la esthétique, parce qu'on doit parler de l'esthétique. Et puis dans ces plongées-là, je me souviens qu'une nuit, j'étais en face de mon frigo et j'ai vu une image d'une femme zapatiste du Chiapas au Mexique et qui a été écrit « La dignité révèle ». Donc dès là, je suis allée à Google. C'était comme ça. C'était une porte ouverte pour aller plonger dans l'esthétique décoloniale. Donc c'était le premier point pour aller à l'approche décoloniale, l'esthétique décoloniale. Donc de là, j'ai découvert un monde énorme avec des propositions très inspirantes, très passionnantes. Et c'est dans deux directions. Une direction, c'est bien sûr l'aspect politique. Donc mon chapitre s'appelle « Les soins politiques et d'autres territoires pour incarner la justice sociale et la dignité ». Et puis, dans mon parcours, après plusieurs années dans le monde narratif, on parle toujours tout le temps de la justice sociale et la dignité comme une éthique précise. Et on a bien sûr une analyse précise à partir du post-structuralisme, Foucault, les pouvoirs et tout cela. Mais je pensais, mais tout le temps, ça m'interpellait comment on pratique la justice sociale et la dignité. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que ça se voit? Quelles questions nous posons à les personnes directement? On pourrait réfléchir et se dire, bon, mais la thérapie narrative déjà, ou l'approche narrative déjà, parle du respect de les connaissances locales. Après, c'est comment on fait un dialogue. Et je parle beaucoup de la théorie parce que ça commence dans cette direction, dans la théorie, dans le monde des idées. Comment on invite un dialogue entre les connaissances du Sud, les épistémologies du Sud, avec les épistémologies du Nord. Et ça, c'est un sociologue, Boaventura de Sousa, qui a dit on ne veut pas éliminer les connaissances post-structuralistes du Nord, mais on veut tourner les regards pour le Sud et comment on fait un dialogue. Donc, si je pars de cela dans les chapitres, c'est une petite aventure dans le monde des idées. Et puis de là, j'essaie de montrer dans des projets, par exemple, de l'art, et dans une approche pas de la thérapie d'art structurelle qu'on interprète et tout cela, mais l'art comme une manière de faire de résistance, d'honorer la mémoire qu'on dit toujours, non? La mémoire qui était cassée par les noms, ou qui est cassée par des histoires oppressives, ou qui est cassée par l'oppression. J'aurais jamais imaginé que après 3 ans d'être ici en Suisse, je pourrais participer déjà dans un projet en français pour que l'esprit et l'éthique politique continuent. La narrative sans une éthique politique, c'est pas l'approche narrative. C'est pas l'approche narrative comment David Epstein, Michael White et tous les personnes qu'on continue à la maintenir. Donc, je pense aussi qu'être dans ces collectifs, c'est qu'on partage ces postures et ces positions qu'on a.
ce chapitre, c'était un peu, je pense, en corrélation, on va dire, une des répercussions de mon aventure avec l'écolucidité aussi, qui m'a amenée avec d'autres parents, parentes, à créer un collectif qui s'appelle Extinction Rebellion Famille, et puis qui est un mouvement, un groupe où on milite, on fait de l'activisme en y incluant les enfants, où les enfants ont un rôle vraiment important à jouer. Si elles sont là, c'est parce qu'on pense que c'est extrêmement important pour nous en tant que parents de les inclure dans ces actions qui les concernent directement en fait. Et puis qu'on a fait le constat que très souvent on sépare un peu les deux choses, c'est-à-dire la famille, les enfants d'un côté, et puis le militantisme, l'activisme de l'autre, et que pour nous ça n'avait pas tellement de sens parce que c'était en fait directement en lien les deux choses aussi. Et puis du coup, le chapitre qu'on a coécrit avec Charlie retrace un peu cette épopée de la création de ce groupe, du fonctionnement de ce groupe et des valeurs qui sont incarnées, enfin qu'on essaye d'y incarner en tout cas. Le mode de gouvernance, par exemple, qui est un mode de gouvernance partagé, qui est différent de celui qu'on a l'habitude de pratiquer de manière majoritaire, on va dire. Ou bien la façon dont on inclut aussi dans notre réflexion et dans notre fonctionnement le côté régénération. Alors être avec des enfants, ça aide beaucoup pour ça. Et du coup, de comment cet aspect régénération, il existe au sein de nos collectifs, comment on l'a aussi incorporé en le mettant en pratique avec des outils narratifs, parce qu'on a organisé avec Charlie une journée Arbre des récits, qui est une pratique narrative vraiment qu'on a mis au service de ce collectif XR Famille, des familles qui étaient présentes pour que chacune puisse faire son arbre des récits en lien avec la situation du monde, et puis de quelle manière on a incorporé aussi des éléments comme la documentation narrative, justement, qui soutient en fait ce mouvement d'activisme, parce qu'on a des chansons qui ont été créées pour une manifestation qu'on a fait ensemble. On a des poèmes qui sont issus de cette journée Arbre des récits, par exemple. Et puis il y a tout un travail de documentation que j'ai continué aussi au fil du temps, parce que je pense que la narrative m'a permis de me rendre compte à quel point c'était important en fait de soutenir aussi ces récits alternatifs qu'on essaye d'incarner dans des actions comme ça, dans des mouvements comme ça, et qui peuvent se faire vite un peu écraser ou invisibiliser, et puis que cette documentation, un album de photos ou effectivement des traces de tout ce qu'on fait, etc., sont une manière de le faire exister au-delà des actions, et puis donc de nous donner à tous de la force, un peu comme la régénération qu'on pratique. Non, je crois que ça me touche beaucoup et ça m'émeut en fait de vous entendre parler, de me remémorer aussi tellement de moments précieux qu'on a traversés, de défis aussi qu'on a relevés à travers l'écriture de ce livre, et de faire face aussi aux réalités du monde de l'édition pour qu'un jour le livre y soit. J'aurais jamais pensé que l'écriture, ça pouvait être une aventure du cœur. Oui, que ça pouvait aller vraiment au-delà et continuer ce tissage de relations et de nos idées, et que c'est entre les idées, les pratiques. Et pour moi, ça, c'est politique. Tout soutenir ce mélange qui est qui nous sommes et à travers quoi on passe, et comment on peut continuer à penser ensemble, à réfléchir, mais à se relier. Enfin voilà, ce que tu disais sur les moments de régénération. Aujourd'hui, le petit moment qu'on passe ensemble, il est témoin aussi d'un peu de ça qu'on essaye d'incarner, et que du coup ça se sent peut-être pas dans les pages, mais c'est vraiment là. En tout cas, c'est l'approche de mon cœur, et de regarder les yeux de Julie et ses jeux de pive, c'est ça qui fait partie de la vie. Et donc voilà, c'est ça qui me touche.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un bel aperçu de ce que vous allez retrouver dans cet ouvrage. Je vous mettrai des liens bien évidemment dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Également vers l'autre ouvrage de Charlie Crétenant et de Rodolphe Soulignac, La thérapie narrative, cultiver les récits pour dignifier l'existence. Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de cette approche, je vous mettrai également un lien vers la formation en ligne autour des bases de l'approche narrative, un voyage narratif unique avec Charlie Crétenant, mais également avec la présence de Nat Weber et de Jacqueline que vous avez pu voir dans cette vidéo. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour du contenu qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.